tous et soyez les bienvenus dans votre journal et surtout merci à vous de débuter cette nouvelle semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, ce soir, la victoire écrasante du Football Club de Mtsapéré contre le Football Club de l'Abattoir lors de la finale de la Coupe de France régionale. La rencontre a eu lieu samedi et pour en parler avec nous, Karim Mamad, dirigeant au FCM. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec un score de 3-0, le FCM n'a laissé aucune chance au FCL. D'ici quelques jours, les joueurs s'envoleront pour la métropole. Comment appréhendez-vous la suite des événements? On en parle tout à l'heure à la fin de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on reviendra sur la situation à la CAPAM. On verra que lors d'une session des membres élus qui s'est tenue ce matin, le président Mouslim Payet a été mis en difficulté par ses pairs. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 17 octobre. Après une sonnette d'alarme tirée il y a quelques mois, la mise sous tutelle se poursuit pour la CAPAM. Un plan de redressement de 3 ans est en cours de mise en place, mais aujourd'hui, le président de la CAPAM est monté au créneau. Il dénonce une situation créée de toutes pièces afin d'affaiblir l'institution et annonce que des vérités ne vont pas tarder à éclater au grand jour. Explication. Depuis ce matin, l'Outre-mer s'est donné rendez-vous à Mayotte. En effet, le 25e congrès de l'Association des communes et des collectivités d'Outre-mer a officiellement ouvert ses portes ce matin. Durant 4 jours, les représentants des communes et des collectivités d'Outre-mer pourront échanger sur des sujets parfois sensibles, comme l'égalité réelle, l'immigration, la coopération régionale ou encore l'aménagement du territoire. Le point dans votre journal. L'ambiance était au rendez-vous samedi sur le terrain synthétique de Bandraboa. Le football club de l'Abattoir et le football club de Mtsapéré se sont affrontés pour le titre de champion régional. Et le FCM n'a laissé aucune chance à son adversaire en s'imposant 3-0. Un nouveau titre mérité et un ticket pour le 7e tour de la Coupe de France qui se jouera en métropole début novembre. Retour sur cette belle fête du football à la fin de cette édition. Et pour débuter cette édition, direction la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture où la mise sous tutelle se poursuit avec un déficit de plus de 771 000 €. L'institution est désormais aux mains de l'État qui a lancé un plan de redressement, un plan qui s'étirera sur 3 ans jusqu'en 2019, date des élections à la Chambre et qui comportera 3 volets, un volet budgétaire, un volet restructuration et un volet organisationnel. Mais ce matin, lors d'une session des membres élus, le président est vivement monté au créneau. Il dénonce en effet une volonté de tuer l'institution. Un sujet signé Soumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La CAPAM va mal et l'heure d'agir a sonné pour sauver ce qui peut encore l'être. Pour cela, un comité local d'élaboration et de suivi du plan de redressement a été créé. Objectif, assainir les finances, restructurer pour réduire et optimiser la masse salariale et améliorer durablement le fonctionnement de l'institution. Un plan de sauvetage radical qui oblige le président de la CAPAM à suivre scrupuleusement les recommandations de l'instance de surveillance budgétaire et comptable. Les élus n'ont pas apprécié la façon dont les choses sont gérées. Donc, ils ont préféré que l'État assure la totalité de la gestion de la CAPAM, c'est-à-dire une sous-tutelle complète et non pas un régime spécial comme on l'a dit. Vous voyez, donc il faut faire les choses comme ils sont, il faut dire les choses comme ils sont. Donc c'est ça la décision qui est prise aujourd'hui. Aucune dépense ne pourra ainsi être engagée sans consultation préalable de l'instance de surveillance budgétaire et comptable. Et pour Mouslim Payet, tout cela résulte d'une volonté d'affaiblir l'institution. C'est une sous-tutelle organisée, vous savez, à la CAPAM depuis 2014. Depuis 2014, voilà, il a des difficultés de financement. Il a, 2015, des difficultés de financement. Mais d'où ça vient tout ça? Difficultés de financement, c'est tout simplement parce que le département n'a pas subventionné le département, n'a pas subventionné plutôt l'institution, et n'a pas bénéficié comme les autres départements, les mêmes moyens d'accompagnement. Je ne comprends pas pourquoi les autres départements, les autres territoires, ils arrivent à bénéficier à hauteur de 1 million, à hauteur de 1 million 200, à hauteur de 3 millions, et Mayotte n'en bénéficie rien. Vous savez, ce n'est pas normal.
il faut que le département soutient la Chambre et l'État soutient la Chambre et puis ça va fonctionner comme ça. Mais si on s'aperçoit qu'il y a des magouilles en dessous pour bloquer ou bien pour créer des difficultés, là on n'aperçoit pas, là on n'approuve pas. Le président refuse donc de parler de mauvaise gestion et pointe plutôt du doigt des manœuvres délibérées visant à arriver à cette situation de mise sous tutelle. Pour moi, personnellement, il y a certaines choses que je n'ai pas appréciées aussi, donc j'ai donné mon point de vue. Et puis c'est à l'État de décider par la suite. On verra dans les jours qui viennent qui est vraiment en cause, pourquoi cette difficulté-là, pourquoi cette situation-là, pour quelles raisons on est arrivé là. Ça va venir parce que là, pour l'instant, la décision est prise, mais il faut quand même que les choses avancent, qu'on découvre exactement les personnes qui sont impliquées. Pourquoi ? Parce que moi je dis qu'il y a des gens qui ont manœuvré exprès pour mettre l'institution dans cette difficulté-là. Donc là, c'est inadmissible, inacceptable que des gens, des personnalités agissent dans ce sens-là. Les mots sont durs et des preuves vont devoir les appuyer. Même si le président semble mesurer ses propos et promet que de grandes révélations sont à venir. Alors on l'a vu Pierre, une situation déjà très tendue à la CAPA, mais ce qui s'est passé ce matin n'arrange pas les choses. Oui, effectivement. Alors la base de tout ça, pourquoi il a réagi ? Parce qu'il ne réagissait pas depuis le début, depuis la mise sous tutelle. Il n'a pas parlé aux médias. Aujourd'hui, il a parlé parce qu'il y a eu effectivement une session ce matin et ils ont voté à l'unanimité la reprise totale de cette tutelle par l'État. Jusqu'alors, il était ordonnateur, le président. C'est-à-dire qu'il avait quand même un certain pouvoir. Là, les membres élus ont voté son éviction définitive. C'est-à-dire que maintenant, il va devoir se plier à tout ce que l'État dit et fait. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que, notamment pour lui, mais également pour le directeur de la DAF, qui ne souhaitait pas ça du tout. Et d'ailleurs, il était très en colère aussi ce matin. Maintenant, c'est une décision des membres élus. C'est d'eux qu'il parle lorsqu'il explique qu'il y a des personnes qui ont souhaité ça. Effectivement, il y a un consensus contre lui, contre le président Payette. Pourquoi ? Maintenant, effectivement, il va y avoir des choses, ça va beaucoup parler dans les prochaines semaines, parce que finalement, cette mise sous tutelle, elle a été quelque peu, mise sous sourdine. On n'entendait pas trop parler. Maintenant, ça commence à éclater. Et au fur et à mesure, forcément, on va entendre les voix se délier, on va entendre les uns et les autres donner leur avis sur la situation. Une situation qui, il faut le rappeler quand même, est catastrophique, notamment au niveau du budget qui est déficitaire à plus de 770 000 euros. Donc effectivement, il y a quand même un problème. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient ? Le président explique que c'est un manque de subventions. D'autres ne sont pas de son avis. Alors, avec ce qui s'est passé ce matin, le fait que les membres ont demandé à ce que le président soit destitué de ses fonctions, ça ne va pas compliquer encore plus ? Alors, destitué, il restera là, mais effectivement, il n'aura plus ce rôle. L'État sera vraiment le seul décideur. Il va effectivement être écarté en quelque sorte, mais il sera toujours le président. L'élection, il faut le rappeler, ça sera en 2019, d'où ce plan qui va durer 3 ans jusqu'à l'élection. Donc ça va être quand même une lente agonie qui, selon la plupart des membres élus, était nécessaire, indispensable et va permettre de redresser la barre et de faire en sorte que cette institution fonctionne, ce qui n'était pas le cas effectivement depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. Repartir à zéro en quelque sorte. Repartir à zéro sur de nouvelles bases. Effectivement, il y avait un problème de masse salariale, il y a énormément de problèmes, un problème de structuration. Maintenant, on va voir exactement dans quelle mesure ça va évoluer, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'en interne, quand même, le climat est assez délétère, notamment délétère vis-à-vis du président. Donc voilà, espérons que tout le monde va essayer de converger vers la même direction pour essayer de redresser la barre et de faire en sorte que cette institution joue le rôle primordial qu'elle a à jouer, c'est-à-dire accompagner les agriculteurs. On connaît les difficultés des agriculteurs, on sait aujourd'hui ce qu'ils vivent, donc il faut vraiment que cette institution, elle se remette dans le droit chemin et qu'elle réussisse à accomplir sa mission première, qui est une mission très importante de service public.
On suivra bien sûr cette situation dans les jours à venir. Pierre, merci beaucoup. Et c'était l'un des rendez-vous à ne pas manquer samedi, la 4e journée des rencontres de la sécurité. Réunis à la place de la République, les différents corps de sécurité du département offraient au public venu en nombre un spectacle unique. Durant la manifestation, en effet, ces derniers ont pu montrer leur travail effectué au quotidien dans des disciplines tout aussi nombreuses que variées. Le résumé de cette journée, pas comme les autres, dans ce sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Solennité, convivialité et démonstration de force. Voilà les 3 adjectifs qui qualifient le mieux cette journée des rencontres de la sécurité. Un événement important qui entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de rapprocher la population des hommes et des femmes qui la protègent. Nous nous inscrivons dans l'initiative nationale des rencontres de la sécurité. C'est l'occasion d'installer le nouveau directeur départemental de la sécurité publique qui est arrivé il y a quelques semaines. C'était aussi l'occasion de remettre la médaille de la sécurité intérieure à la directrice de cabinet qui s'est beaucoup investie depuis qu'elle est ici sur les questions de sécurité. En effet, la journée aura permis de décorer Florence Gilbert-Bézard, la patronne de la sécurité à Mayotte et directrice de cabinet du préfet. Pour moi, c'est un grand honneur d'être décorée parce que c'est une médaille qui est décernée par le ministre de l'Intérieur. Ce matin, c'est un événement particulier puisque c'est le préfet qui me la remet, la médaille de la sécurité intérieure. Et sur le front des troupes, avec les policiers, les gendarmes pas loin, les pompiers, tous les gens avec qui je travaille au quotidien, pour moi, ça a un vrai sens. Et je suis à la fois très fière et très honorée d'avoir pu vivre ce moment, surtout à Mayotte. Mayotte qui est un territoire dans lequel j'ai déjà travaillé et dans lequel je reviens avec plaisir. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, personnel des préfectures et associations, la journée aura été riche en stands d'information et autres démonstrations en tout genre, à l'image du stand de la sécurité routière qui avait fait le choix d'une mise en scène choc, rappelant des événements tragiques récents. Ça, c'est un des accidents classiques qui peut arriver malheureusement sur nos routes. Une voiture, par exemple, effectuant un demi-tour, une moto peut arriver à une vitesse inadaptée et donc la moto s'encastrant, le motard n'ayant pas de carrosserie, se retrouve, peut être tué sur le coup ou décédé un peu plus tard de ses blessures, suivant le type d'impact. La journée aura été animée grâce à un public venu en nombre. En effet, si certains n'hésitent pas à pointer du doigt les forces de l'ordre, chacun s'accorde à dire qu'à Mayotte, leur tâche est loin d'être aisée, d'où la reconnaissance affichée par la population. C'est un moment d'émotion, c'est un moment intense, d'autant plus que nous nous situons dans une actualité où, comme vous le savez, il y a eu à nouveau des agressions très violentes de policiers en métropole, et c'est l'occasion de rappeler tout l'engagement professionnel et personnel que représente le métier de policier, comme plus généralement les métiers de la sécurité publique. Il y a un respect de l'uniforme, un respect de l'autorité dans le pays, et c'est par ces rencontres, comme les rencontres de la sécurité aujourd'hui, que nous approfondissions le dialogue entre les forces de sécurité et la population, justement pour ancrer, asseoir ce respect mutuel. Un respect mutuel qui à Mayotte va devoir s'ancrer au quotidien, et non pas uniquement le temps d'une journée rencontre. Et on continue avec un tout autre rendez-vous et pas des moindres puisqu'il s'agit du 25e congrès de l'ACCDOM, l'association des communes et des collectivités d'outre-mer. Et cette année, c'est Mayotte qui accueille l'événement avec un coup d'envoi donné ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana. Ainsi, jusqu'à jeudi, date de fin du congrès, l'ensemble des sujets préoccupants, voire sensibles, seront abordés. Tourisme, égalité réelle, immigration, coopération régionale, lutte contre l'insécurité et la délinquance ou encore aménagement. Tous ces sujets seront au cœur des échanges. Toutes les précisions dans ce sujet, signé Adèle Laurent. Chaque année, le congrès de l'Association des communes et des collectivités d'outre-mer réunit de 200 à 250 élus venus de tous les territoires. Sophie Charles, maire adjoint à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et vice-présidente pour la Guyane de l'ACCDOM, nous explique l'objectif premier de cette rencontre annuelle. L'objectif du congrès de la CCDOM est pour l'essentiel de proposer à la fin de chaque congrès un certain nombre de motions qui sont dédiées au phénomène ou à l'actualité, qui sont dans nos régions et qui permettent ainsi au ministère, aux législateurs, de faire des propositions ou des
amendements de loi et ainsi coller davantage au territoire. Au contraire des autres départements d'outre-mer, Mayotte est un jeune département français. Ce congrès permet donc également de fournir des éléments pour rattraper le retard qu'a accumulé l'île au parfum. C'est d'arriver ensemble à échanger d'une manière à rattraper d'une part ce retard, mais aussi à arriver à tous à une vraie égalité réelle, ce que nous allons d'ailleurs aborder pendant ces 4 jours avec les autres territoires. D'abord, égalité de rattrapage, égalité avec les autres territoires et égalité de tous les territoires avec l'Hexagone. Donc vous voyez, il y a du chantier et du travail à faire. Mais je fais confiance à l'outre-mer, encore une fois. L'enjeu principal de ce congrès est de définir les impacts de la loi NOTRe sur les collectivités d'outre-mer. Promulguée le 7 août 2015, cette loi vise à proposer une nouvelle organisation territoriale de la République afin de diminuer les dépenses publiques et de mieux prendre en compte les besoins des citoyens. Et l'union des forces vives étant primordiale pour faire avancer un territoire, la préfecture de Mayotte et les services de l'État marchent main dans la main avec les communes et les collectivités, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité et la délinquance. Nous y avons travaillé en renforçant notre dispositif par le plan sécurité. Nous devons poursuivre et prolonger ce travail en liaison à la fois avec le conseil départemental et avec les communes, notamment pour amplifier les efforts en termes de prévention. Et la question de la place et de l'impact des intercommunalités dans la nouvelle organisation territoriale a également été évoquée. L'occasion pour nous de faire le point sur la mise en place de ces intercommunalités sur le 101e département. Aujourd'hui, un vrai problème, effectivement, nous, c'est la première fois que nous installons les intercommunalités, alors que les autres, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, voire plus que ces intercos depuis la création, qu'ils existent dans ces différents territoires. Pour la première fois, c'est une chose nouvelle. Comme toute chose nouvelle, ça demande des adaptations. On s'y adapte, effectivement, nous avons des difficultés au nord pour la mise en place de cet interco. Au sud, un peu moins que le nord, mais pratiquement à même égalité, puisque jusqu'à présent, recours sur recours, 2 présidents sur une seule intercommunalité. Vous comprendrez fort bien que nous avons besoin d'échanger avec les autres de manière à faire mieux. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux sur cette partie installation des intercos. Ce congrès de l'ACCDOM permettra donc à Mayotte d'échanger sur le fonctionnement politique des autres départements d'outre-mer et de savoir comment ils ont pu résoudre ces problèmes politiques que nous vivons actuellement concernant la mise en place des intercommunalités. Pour ce qui est du reste de la semaine, les enjeux phares du territoire, comme la lutte contre l'insécurité, l'aménagement, le développement durable, le tourisme, la coopération régionale ou encore l'égalité réelle seront développés. Rendez-vous en fin de semaine pour le bilan. Et qu'en est-il maintenant du reste de l'actualité de ce lundi 17 octobre? Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Vendredi, 4 individus ont été interpellés dans le cadre des différentes affaires de viol qui ont eu lieu au Haut-Vallon ces dernières semaines. En effet, le quartier Hamaha, proche des archives départementales, est devenu un véritable coupe-gorge où agressions violentes et viols en réunion se multiplient. Présentés au procureur de la République vendredi, les 4 individus ont été présentés au juge d'instruction et ils ont été mis en examen et incarcérés au centre pénitentiaire de Magicavo. 3 des 4 présumés coupables ont moins de 18 ans et risquent la cour d'assises des mineurs. Pour le 4e individu tout juste majeur, la cour d'assises lui semble également promise, tandis qu'il risque une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La campagne pour l'élection présidentielle a débuté, notamment du côté du parti Les Républicains. En effet, à droite, le duel fait rage entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Ce dernier vient d'ailleurs de se fendre d'une lettre adressée directement aux Mahorais. Il expose ainsi ses projets pour le 101e département et évoque ses 2 priorités que sont l'éducation et la sécurité. Il promet ainsi un renforcement des moyens à Mayotte, des effectifs d'enseignement et d'assistants, comme des unités de police et de gendarmerie, plutôt que des renforts ponctuels de forces mobiles. Il écrit ainsi: c'est un programme d'excellence pour la jeunesse mahoraise que je veux définir avec les élus, les parents d'élèves et le monde enseignant sur la période de 5 ans. Lutte contre l'immigration clandestine, zone franche, renforcement des moyens de la justice. Alain Juppé promet beaucoup aux Mahorais. Suffisant pour gagner la primaire? Réponse prochainement. Collectif infrasportif à Pamandzi. Voici le nom du nouveau collectif créé sur les réseaux sociaux. Objectif: mener des actions pour le développement
l'aménagement et l'entretien des infrastructures sportives de la localité. Les membres fondateurs écrivent ainsi: depuis plusieurs années, notre commune connaît une mauvaise gestion des infrastructures sportives de la part de la municipalité et du conseil départemental de Mayotte. Le terrain de football est devenu un champ de poussière, un stade devenu une poubelle publique. Le gymnase est toujours en construction depuis 5 ans. Les plateaux sportifs ne sont pas aux normes et nous n'avons aucune réponse de la part de nos élus. Sportifs, parents, fans et associations souhaitent ainsi dénoncer, je cite, « cette situation qui tue le sport et l'image de la localité ». Le collectif conclut: ne laissons pas nos élus gâcher nos rêves sportifs, tandis qu'une pétition de soutien vient d'être lancée. Et on termine cette édition avec du sport, plus précisément avec la finale de la Coupe de France régionale de football qui a eu lieu samedi sur le terrain synthétique de Bandrabois. Une rencontre qui opposait le football club de Mtsapéré au football club de l'Abattoir. Et sans surprise, les premiers l'ont emporté. Il faut dire que les deux équipes n'évoluent pas dans la même division. Ainsi, au cours de ce match à sens unique, la machine rouge a eu raison des Bleus de l'Abattoir. Retour sur cette belle manifestation sportive dans ce sujet signé d'Enzena Studio, Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Le public a répondu présent samedi à Bandrabois pour la grande finale de la Coupe de France régionale. Le football club de Mtsapéré se présentait en favori face au football club de l'Abattoir. Et pour les supporters des Rouges, la victoire ne faisait aucun doute avant le match. Oui, nous sommes toujours confiants pour la victoire par rapport à FC Mtsapéré. Vous voyez comment ils sont les supporters là, on est nombreux et on est tous ensemble pour soutenir notre équipe. Donc pour vous, à 200%, vous allez gagner, il n'y a plus aucun doute. Là, on ne sait pas, mais on ne peut pas dire comme ça à 200%, mais on est sûr et certain qu'on va gagner. Une confiance des supporters qui s'est rapidement transposée aux joueurs du FCM. Les Mtsapérois ont inscrit 2 buts dès la première mi-temps, rendant la tâche toujours plus difficile aux Bleus de l'Abattoir, même si à la mi-temps les joueurs du FCL refusaient de s'avouer vaincus, tout en étant conscients des efforts à fournir pour bousculer leur adversaire du jour. Là, je pense que va falloir se battre, toute l'équipe, se donner à 100% et essayer de poser le ballon surtout comme ils le font l'adversaire et être efficace devant le but. La deuxième mi-temps n'aura été qu'une formalité pour les Rouges qui ont inscrit un 3e et dernier but, synonyme de victoire. Une victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre pour le plus grand bonheur du gardien et capitaine Abdallah. Aujourd'hui, je suis très content. Et vous voyez, le peuple de Mtsapéré, ils sont contents. Et ça fait 4 ans qu'on attendait ça. L'année dernière, on était éliminé au demi-finale contre la J Kanikeli. Mais bon, cette année, on s'est battu. On a préparé le match, donc on a gagné. Du côté du FCL, la déception était à la hauteur de l'échec. En effet, une finale ne se joue pas, ça se gagne. Même si les joueurs semblaient conscients d'avoir affronté plus fort que sur ce match. Une finale, il faut qu'un perde et un gagne. Donc du coup, ça tombe sur nous, la défaite. Donc c'est dur à avaler, mais bon, je souhaite bonne chance pour la suite pour la 7e tour de la Coupe de France à Métropole pour la FCM. Le FCM va désormais s'envoler pour la Métropole afin de disputer le 7e tour de la Coupe de France. Il ne nous reste donc qu'à lui souhaiter bonne chance dans cette aventure qui, espérons-le, sera faite d'autres victoires. Alors je disais au début de ce journal, Karim Mamad, dirigeant du FCM, est avec nous sur le plateau. On l'a vu dans le reportage, on le sait, 3-0, un score impressionnant. Alors comment vous avez vécu cette victoire? Comment les Mtsapérois l'ont accueilli? Bonsoir à tous et à toutes. On a gagné 3-0, c'est vrai, c'est une large victoire, mais on s'était préparé pour. Donc vraiment tous les Mtsapérois ont été très heureux et fiers de cette belle victoire. Alors on parle du FCL, une équipe qui ne joue pas dans la même division. Est-ce que c'était plus facile ou alors il a fallu s'organiser, jouer différemment pour pouvoir remporter ce match? En Coupe de France, vraiment la division n'est pas du tout importante parce que c'est la motivation qui compte avant tout. Donc par exemple, les dernières années, on s'est fait éliminer en Coupe de France avec des équipes qui étaient dans des divisions inférieures.
comme l'année dernière à Kanikeli en demi-finale. Donc en Coupe de France, ça n'a pas vraiment de sens. Donc vraiment le plus important, c'est de bien préparer son match et pouvoir jouer dans les meilleures conditions et voilà, avoir comme objectif la victoire. Vous avez fait la fierté de votre village, Mtsapéré, et vous vous êtes qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Vous partirez le 7 novembre prochain. Comment vous vous préparez pour cette nouvelle étape ? Alors là, là, c'est déjà dans la tête. On va d'abord partir à Madagascar pour la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Donc ce sera une autre compétition, mais qui nous permettra également de préparer le 7e tour de la Coupe de France. Donc nos joueurs sont très très motivés et cette année, on a à cœur vraiment de faire quelque chose en métropole. Alors on va revenir maintenant sur la rencontre elle-même. On a vu au niveau d'organisation, au niveau de l'infrastructure, parce qu'on a vu que vous allez jouer sur un plateau synthétique. Comment ça se passe? Est-ce qu'on joue différemment? Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez voir renouvelées prochainement? Déjà, c'est sûr que sur le synthétique, c'est différent de ce qu'on voit tous les jours, tous les week-ends dans les terrains de foot de Mayotte. Et sur le synthétique, il n'y a pas vraiment de surprise. La meilleure équipe, c'est celle qui gagne. Et ceux qui sont plus à l'aise techniquement, ils gagnent parce que le terrain, il favorise vraiment le beau jeu. Donc, on aimerait vraiment qu'il y ait plusieurs terrains de ce genre à Mayotte pour pouvoir justement renouveler ce genre de prestations à Mayotte. Merci beaucoup Karim Mamad. Je rappelle, vous êtes dirigeant au FCM Football Club de Mtsapéré et bien sûr on suivra vos aventures plus tard lors de cette 7e tour de la Coupe de France bien sûr. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur OAN5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, dès 6h, retrouvez la matinale de Coesie avec comme invité du temps de parole à 7h, Ali Hamid. Avec lui sera question des élections à la Chambre de commerce et d'industrie. À 8h, la parole sera donnée à Ouseni Amdi qui prévoit de se lancer dans un tour de l'île en fauteuil roulant. Et enfin, ce soir à 19h40, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.